Si les socialistes démocrates d'Amérique obtiennent ce qu'ils veulent, il n'y aura plus de parti démocrate et, à terme, plus d'États-Unis non plus. Cette semaine, le Michigan vient de remettre les clés du Parti démocrate à un homme qui fait ouvertement l'éloge de groupes terroristes désignés par les États-Unis comme les Frères musulmans. Bienvenue dans Access of Truth. Je suis Emily Schrader et cette semaine, Abdallah Saïd a remporté la primaire démocrate pour le Sénat américain dans le Michigan, au grand malheur des habitants du Michigan. Maintenant, les membres du DSA qualifient cela de percée progressiste, de miracle populaire. Mais qu'y a-t-il de progressiste chez un candidat que les frères musulmans eux-mêmes félicitent ou chez un candidat qui se moque littéralement des accents? Regardez. Maintenant, Mike, je vais juste te rappeler une chose. Si tu ne sais pas comment prononcer le nom, garde ce nom hors de ta foutue bouche! Ou appelle-moi simplement Abdul. Voici l'Amérique tolérante et progressiste que la DSA veut voir. Eh bien, en fait, oui, parce qu'ils sont des marxistes totalitaires, mais nous y reviendrons plus tard. Ce que nous avons ici, c'est une étude de cas sur la décadence morale du pays. Lorsqu'une candidate d'extrême gauche qui déteste l'Amérique peut bâtir toute une campagne autour de théories du complot et de discrimination ethnique et religieuse contre les Juifs, et qu'elle en est finalement récompensée. Commençons par ce que El Saïd dit réellement à propos d'Israël. Sur CNN, il a qualifié l'État juif d'État voyou et a faussement accusé Israël de commettre un génocide, ajoutant « Qu'est-ce qui, selon vous, dans le fait de commettre un génocide, n'a rien de mal ?» Et je cite, « Eh bien, apparemment, El Saïd n'a aucun problème avec le génocide lorsque c'est le Hamas qui envahit Israël souverain, massacre en masse et enlève des gens. » Mais le deux poids deux mesures est vraiment la règle du jeu quand il s'agit du DSA. El Saïd a accusé à plusieurs reprises Israël d'apartheid. Il a qualifié le gouvernement israélien de sanguinaire après sa victoire aux élections. Et lorsqu'on lui demande si Israël a le droit d'exister en tant qu'État juif, il refuse de répondre. Tiens, je me demande bien pourquoi. Pendant ce temps, dans le Michigan, après qu'un terroriste a foncé avec sa voiture dans l'école juive d'une synagogue dans le but de tuer des enfants juifs américains, sa réponse a été « Les personnes blessées blessent les autres », parce que le terroriste avait un membre de sa famille qui faisait partie du groupe terroriste Hezbollah qui a été tué au combat au Liban. Regardez. Les personnes blessées blessent les autres. La violence est un cycle. Ayman al-Zawahiri a perdu des membres de sa famille, dont 2 enfants, lors d'une frappe aérienne au Liban la semaine dernière. C'étaient des personnes innocentes. Et puis, dans un acte maléfique de rage déplacée, il a essayé de s'en prendre à des enfants innocents qui n'avaient rien à voir avec la perte des enfants innocents qu'il avait perdus, si ce n'est qu'ils partageaient la même foi. Maintenant, El Saïd a également refusé de dire que l'assassinat du Hitler de notre époque, l'ayatollah Khamenei, était une bonne chose, parce qu'il avait des électeurs qui étaient, selon ses mots, tristes. Vraiment? Mais tout cela prend son sens quand on voit que c'est un candidat qui a vraiment construit toute sa campagne autour de l'attaque contre les PAC, l'organisation de lobbying américaine qui est financée exclusivement par des Américains, et en diffamant le groupe en affirmant qu'ils opèrent au nom d'un gouvernement étranger. Ce n'est pas le cas. Mais alors qu'il a construit sa réputation autour du rejet de l'influence étrangère, sa propre campagne a discrètement reçu plus de 115 000 $ de donateurs liés au CAIR, le Conseil des relations américano-islamiques, un groupe que les Émirats arabes unis ont officiellement désigné comme organisation terroriste, ainsi que les États de Floride et du Texas qui l'ont qualifié de la même manière. La liste des donateurs comprend la présidente du Conseil d'administration nationale du CAIR, sa trésorière nationale, ainsi que le directeur exécutif du CAIR lui-même, Niad Awad, le même homme qui a déclaré qu'il était heureux de voir le Hamas faire irruption depuis Gaza le 7 octobre. N'oublions pas que le CAIR était un co-conspirateur non inculpé dans le procès pour financement du terrorisme de la Holy Land Foundation. Mais la piste de l'argent d'El Saïd devient encore plus suspecte quand on comprend que le propre beau-père d'El Saïd est l'un des plus grands soutiens financiers du Super PAC qui soutient sa campagne. Ce beau-père siège au comité fondateur de la Société islamique d'Amérique du Nord, qui est une autre organisation désignée comme co-conspiratrice non inculpée dans la plus grande affaire de financement du terrorisme de l'histoire américaine. Oui, c'est l'homme qui fait campagne pour sortir l'argent étranger de la politique. Mais ce n'est pas la première fois qu'El Saïd montre où vont vraiment ses sympathies. En 2011, pendant le printemps arabe, il a même écrit un article d'opinion exhortant les Américains à soutenir la montée des frères musulmans en Égypte. Il a même signé un engagement de soutien au chef des frères musulmans, Mohamed Morsi. C'est bien sûr le même Morsi dont le bref règne a été marqué par la répression de la dissidence et une orientation vers une gouvernance fondée sur la charia. Et ai-je mentionné que les frères musulmans sont une organisation terroriste désignée en Égypte, aux Émirats arabes unis, en Syrie, la Russie, Bahreïn.
Et certaines branches sont également classées comme terroristes aux États-Unis, où il existe des branches documentées opérant ici même aux États-Unis. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont même pas besoin d'être ici pour soutenir El Saïd. Car lorsqu'El Saïd a remporté sa primaire cette semaine, le site officiel des Frères musulmans a publié un article célébrant sa victoire. Comme preuve que ce réseau a réussi, sur plusieurs décennies, à banaliser le soutien à des organisations comme le Hamas au sein de la politique américaine. Maintenant, parlons de ceux dont El Saïd s'entoure pendant cette campagne, car c'est là que l'influence du DSA est visible partout dans cette campagne. Hassan Piker, le streamer islamiste communiste avec des millions d'abonnés, a fait campagne avec El Saïd à Michigan State et à l'Université du Michigan, et il est également réapparu lors de sa soirée électorale. Maintenant, Piker est un homme qui, en 2019, a déclaré que l'Amérique méritait les attentats du 11 septembre. Et il a même accroché un journal dans le décor de ses directs pour le célébrer. Cet atomilinné islamiste est littéralement un pur produit du népotisme qui se pavane en vêtements de créateur, prêchant le communisme et allant même jusqu'à se déguiser en Mao Tse-Dong pour s'adresser aux étudiants universitaires. Piker a également explicitement fait l'éloge du Hamas et a appelé à la violence politique. Sympa comme gars, non? Eh bien, il est devenu le nouveau chouchou politique du DSA pendant la campagne. Et vous pouvez voir à quel point leur programme politique est solide ici, grâce à la coprésidente du DSA, Megan Romer. Regardez. Oui, donc notre position est une Palestine libre avec Jérusalem comme capitale. Et donc, je pense que cela peut être interprété sans risque comme une solution à un seul État. Donc les accords de Camp David, qui étaient en cours de négociation au début du siècle, sous l'administration Clinton, si les Palestiniens les avaient acceptés, cela vous aurait satisfait. Bonne question. Je dois regarder quels étaient les détails exacts à ce moment-là. Je ne les connais pas par cœur. Donc, ils ne savent même pas ce que sont les accords d'Oslo, mais ils veulent élaborer des politiques. Bref, revenons à Piker. Hier encore, il est allé en direct et a exigé que les démocrates qui ont refusé de soutenir El Saïd soient punis, qualifiant les démocrates de l'establishment qui collabore avec l'autre camp d'irrécupérables et disant qu'ils doivent être exclus des rangs du parti. Ce n'est pas juste une streameuse qui donne son avis, d'accord? C'est quelque chose de bien plus extrême qu'on retrouve dans toute sa rhétorique. Et qui est-il, bordel, pour dire aux démocrates qui peut ou ne peut pas faire partie de leur parti? Ils ne devraient même pas être dans ce pays. Ils détestent ce pays. La DSA et des personnes comme Piker impose un test de loyauté venant de l'extérieur du parti à chaque démocrate élu dans ce pays. Et, pour une raison inexplicable, les démocrates les laissent faire. Même le stratège démocrate de longue date, James Carville, a averti que ce combat définit désormais la direction que prendra tout le parti en 2028. Et malgré la montée de la haine envers les Juifs que nous constatons, la plupart des Américains ne veulent pas que des communistes soutenant le terrorisme islamiste soient aux commandes. Mais quelles sont les politiques d'El Saïd? Que veut-il réellement faire? Eh bien, regardons cela de plus près. Il a construit presque tout son argumentaire autour d'une seule affirmation. Il s'oppose à l'aide à Israël, y compris au financement du dôme de fer, le système de défense qui intercepte les roquettes avant qu'elles ne tuent des civils israéliens. Pourquoi? Parce que selon ses propres mots, nos enfants sont sans défense face à des écoles qui sont sous-financées depuis très longtemps. Eh bien, faisons un petit calcul ici. El Saïd ne veut pas que vous sachiez que les dépenses d'aide sociale, la sécurité sociale, Medicare, Medicaid et le reste représentent plus de 60% de l'ensemble du budget fédéral. L'aide étrangère, dans son ensemble, représente moins de 1% du budget fédéral total. Les États-Unis ont dépensé plus de 1000 milliards de dollars pour l'éducation publique rien que l'année dernière. Le paquet d'aide au dôme de fer qu'El Saïd veut tellement vous faire croire qu'il prive les écoles du Michigan de moyens coûte environ 115 millions de dollars, ce qui équivaut vraiment à une erreur d'arrondi face à un budget d'éducation de 1000 milliards de dollars. Ce n'est pas un débat budgétaire, c'est un homme haineux et ignorant qui se focalise obsessionnellement sur un État à des milliers de kilomètres qui n'a rien à voir avec sa circonscription parce qu'au fond, c'est un suprémaciste islamiste. Ce qui s'est passé dans le Michigan cette semaine, c'est le plan du DSA qui fonctionne exactement comme prévu. Ils veulent construire une coalition d'argent, de la bienveillance, de sympathie pour les frères musulmans, soutenus par des streamers ultra connectés, puis prétendre que c'est ce que souhaite le public américain. C'est vraiment une alerte maximale pour le Parti démocrate. Réveillez-vous, les démocrates! Passons maintenant à l'Iran. Alors que Washington célèbre ce qu'il appelle une avancée avec le régime islamique, Téhéran doit sûrement bien rire, car une fois de plus, le régime obtient tout ce qu'il veut sans rien concéder du tout. Depuis des mois, le détroit d'Ormuz est pratiquement fermé.
Le régime l'a miné, a attaqué des navires qui s'y trouvaient et a déclaré que tout navire lié aux États-Unis ou à Israël passant par là serait considéré comme une cible légitime. Eh bien, maintenant, Washington se précipite pour annoncer un accord avec le régime et, avec Oman, pour rouvrir le détroit. Et selon les propres médias d'État du régime, ils exigent un accord qui interdirait totalement aux navires américains, ainsi qu'aux navires israéliens, de traverser le détroit et qui infligerait une amende à tout contrevenant pouvant aller jusqu'à 20% de la valeur de leur cargaison. Donc Washington se précipite pour annoncer comme une victoire diplomatique un accord qui exclurait les navires américains d'une voie navigable qui transporte 1/5 de l'approvisionnement mondial en pétrole. Compris. Et maintenant, alors même que les responsables américains parlent d'une annonce imminente, le régime trouve encore des moyens de changer les règles du jeu. Je veux dire, ce week-end, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré aux journalistes que le détroit d'Ormuz ne rouvrirait pas réellement, même si l'accord avec Oman était finalisé. Parce que, selon Téhéran, les États-Unis doivent encore au régime des concessions pour avoir, soi-disant, violé le cadre du cessez-le-feu initial de juin. Maintenant, Araghchi a spécifiquement accusé Washington de saper le contrôle de la République islamique sur le détroit en essayant d'établir une route maritime alternative qui lui soit propre, quelle horreur, dans des eaux qui, bien sûr, n'appartiennent pas à l'Iran. En d'autres termes, le régime exige que les États-Unis cessent d'essayer de protéger leurs propres intérêts maritimes dans un détroit que l'Iran ne contrôle même pas entièrement et présente l'intérêt personnel américain comme une promesse non tenue envers eux. C'est pourquoi on ne négocie pas avec le régime islamique ou les gardiens de la révolution. On les vainc militairement. Je vous rappelle que c'est le même régime dont le propre négociateur en chef, Gally Bach, a publiquement ridiculisé le président Trump cette semaine pour avoir menacé à plusieurs reprises de frappes massives, puis les avoir annulées. Mais malheureusement, il n'a pas complètement tort à propos de ce schéma, quelque chose dont nous avons déjà parlé dans cette émission. Trump adore parler, et chaque fois que Washington hésite, le régime retient encore une fois la même leçon. Les menaces des États-Unis sont négociables et faire traîner les choses fonctionne. Ce moment n'est pas un cessez-le-feu entre deux parties épuisées qui cherchent la paix. Je veux dire, c'est un régime qui a assassiné le successeur de son propre chef suprême. Crise pour en faire un avantage dans les négociations. Utiliser la dépendance du monde au pétrole du Golfe comme levier pour exclure les États-Unis et Israël de l'une des voies navigables les plus stratégiques de la planète. Et en réalité, ça fonctionne, parce que Washington veut une porte de sortie encore plus que les gardiens de la Révolution en ont vraiment besoin. La vérité, c'est qu'il n'existe aucune version de cet accord qui se termine par un meilleur comportement de la République islamique. Le régime n'a pas soudainement découvert un engagement envers la libre navigation ou le droit international. Et la vérité, c'est que chaque jour où cela traîne est un jour de plus que le régime gagne pour reconstruire ce que les États-Unis et Israël ont effectivement détruit en février, que ce soit le programme nucléaire ou le programme de missiles balistiques. Washington devrait appeler cela ce que c'est, une capitulation américaine, parce que toute cette négociation s'est réduite à une voie maritime. Ce n'est pas pour cela que cette guerre était censée être menée. Qu'est-il arrivé au programme nucléaire? Qu'est-il arrivé à la destruction du programme de missiles balistiques qu'ils sont en train de reconstruire si rapidement? Qu'est-il arrivé au peuple iranien? Vous vous souvenez d'eux? Ceux à qui cette administration a dit de se soulever, ceux à qui le président avait promis d'envoyer de l'aide? Des centaines d'exécutions ont déjà eu lieu rien que cette année et des centaines d'autres risquent d'être exécutées pour des accusations telles que l'espionnage et l'inimitié contre Dieu. Tout cela se passe alors que le régime continue d'installer des mines dans les voies maritimes et de frapper des pétroliers. Même ce week-end, les Émirats arabes unis ont signalé que le régime avait frappé un autre navire samedi, pendant la même semaine où Washington qualifie cela de progrès. Donc non, ce n'est pas une négociation pour savoir si le régime obtiendra une bombe. Parce qu'à l'heure actuelle, et j'espère que cela changera, mais la réalité, c'est que la Maison-Blanche nous a trahis et a échangé tout l'objectif de la guerre contre une voie maritime. Et ils pensent vraiment qu'on est assez stupide pour y croire quand ils appellent ça une victoire. Ce n'est pas une victoire, c'est de la posture politique pour les élections de mi-mandat. Et franchement, c'est de la lâcheté qui encourage directement, dans ce cas, le mal. Et maintenant, comme toujours, nous avons les bonnes, les mauvaises et les pires histoires de cette semaine. Je veux commencer par la bonne histoire cette semaine parce que les faits rattrapent enfin une année entière d'hystérie médiatique. Une nouvelle enquête nutritionnelle coordonnée par le cluster nutrition de l'UNICEF lui-même, c'est l'organisme qui gère en fait le système de surveillance nutritionnelle de Gaza, vient de mesurer la malnutrition aiguë chez les enfants de Gaza, région par région, en incluant la taille, le poids, le tour de bras, selon la même méthodologie utilisée partout dans le monde. Et le résultat s'établit entre 0,2 et 0,8 %.
Maintenant, cela correspond ou est inférieur au taux de Gaza avant la guerre. Et c'est aussi comparable à ce que l'on trouverait dans un pays développé, pas dans une zone de guerre en proie à la famine, ni dans un pays ayant subi une famine. Rappelez-vous, ce ne sont pas les FDI qui publient ces données. C'est le même système de l'ONU qui a déclaré la famine à Gaza au départ et qui contredit maintenant sa propre évaluation précédente. Pourquoi? Parce que tout cela était une supercherie concernant la famine à Gaza. Il est grand temps que quelqu'un le dise clairement, car pendant des mois, nous avons vu les mêmes photos circuler dans tous les grands médias comme preuve d'une campagne israélienne d'affamement délibéré. Le New York Times a mis en une un garçon de 18 mois nommé Mohammad Zakaria al-Moutawak sous le titre Jeune, vieux et malade, mort de faim à Gaza. Quelques jours plus tard, ils ont ajouté une note de la rédaction admettant que l'enfant souffrait en réalité d'un problème de santé préexistant qui affectait le développement de son cerveau et de ses muscles. Une information qu'ils ont obtenue auprès de son propre médecin et de son grand frère, présents sur les mêmes photos, qui avait l'air parfaitement en bonne santé, tout comme sa mère. Et ce n'était même pas le seul cas dans cet incident. À peine une semaine plus tard, les médias ont présenté une autre enfant, une fille nommée Mariam, comme le nouveau visage de cette prétendue famine, affirmant que les médecins n'avaient trouvé aucun problème de santé sous-jacent. Cela s'est également révélé faux. Des rédactions internationales avec des départements de vérification des faits, avec des bureaux à l'étranger et des ressources sans fin. Ils ont saisi des images d'enfants malades et les ont ensuite présentées au monde entier, comme s'il s'agissait de preuves d'une famine provoquée par l'homme, allant même jusqu'à définir eux-mêmes ce qu'était une famine pour appuyer leurs affirmations. Pas une seule fois. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Et les rectifications, lorsqu'elles sont parues, n'ont reçu qu'une fraction de l'attention qu'avait eu le mensonge initial. Donc oui, les données sont en réalité une très bonne nouvelle. Mais honnêtement, la véritable histoire ici, c'est à quel point il est évident que les salles de rédaction les plus fiables du monde se sont laissées transformer en système de diffusion de propagande pour cette fausse famine à Gaza. Et surtout, à quel point elles ont eu peu de comptes à rendre pour cela depuis. Eh bien, notre mauvaise histoire de la semaine concerne une championne de 26 ans de kickboxing et de muay thai qui est à quelques jours d'être pendue en Iran pour le crime d'avoir porté un extincteur. Il s'appelle Binyamin Nafiti et il faisait partie des millions d'Iraniens qui ont déferlé dans les rues de Shiraz en janvier dernier pour réclamer la fin de la République islamique elle-même. Il a été arrêté le 3 janvier et accusé d'avoir déchargé un extincteur en direction des forces de sécurité à moto. Personne n'a été blessé, personne n'est mort, et même les procureurs du régime ont abandonné les accusations de tentative de meurtre ainsi que de port d'armes, car il n'y avait aucune preuve pour les soutenir, même à leurs yeux. Mais au lieu de le libérer, le tribunal a simplement requalifié ce qui restait en guerre contre Dieu, ce qui est un crime passible de la peine de mort là-bas, et l'a condamné à mort. Eh bien, dès le lendemain de son arrestation, la télévision d'État ATV diffusait déjà sa confession forcée. Son avocate s'est vue refuser tout accès réel à son client et il a été maintenu à l'isolement. Plus récemment, il a été transféré à la prison d'Adelabad, un établissement connu comme l'endroit où le régime procède à ses exécutions à Shiraz. Donc, il est prévu pour être exécuté et maintenant son frère supplie publiquement le président Trump d'intervenir et de négocier une sorte d'accord de dernière minute avant que cette exécution n'ait réellement lieu. Et honnêtement, je comprends pourquoi il essaie, parce que nous avons déjà vu cette situation auparavant. Dans certains cas, l'attention aide réellement, mais peut-être pas avec Trump. Je veux dire, en 2020, il a demandé publiquement au régime d'épargner un jeune lutteur nommé Navid Afkari, mais le régime l'a quand même pendu quelques jours plus tard. Maintenant, j'espère vraiment me tromper sur ce qui attend Benjamin. Mais ce régime nous a montré exactement qui il est. Même pendant que ces diplomates se serrent la main au sujet des routes maritimes et que ces tribunaux se préparent à pendre des centaines de personnes comme cet athlète de 26 ans pour quelque chose comme un extincteur. S'il vous plaît, faites connaître le cas de Ben Benjamin. Et enfin, notre sale histoire de la semaine. Enfin, en réalité, c'est plutôt juste un peu triste. Nous avons la meilleure navigatrice de flottille de Suède, Greta Thunberg, qui s'est présentée cette semaine à Belfast pour un concert de kneecap portant un kéfier et une cagoule tricolore irlandaise. Aïe! Et quel était exactement ce groupe qu'elle est allée voir là-bas? Eh bien, c'est le même qui est actuellement poursuivi par la police métropolitaine au titre du Counter-Terrorism Act britannique pour avoir exhibé un drapeau du Hezbollah sur scène à Londres. Et la première partie, Bob Vylan, le même groupe dont le chanteur a mené la foule de Glastonbury à scander « Mort, mort à la FDI » l'année dernière. Un moment tellement grave que même la BBC a reconnu qu'elle aurait dû couper la diffusion en direct. Le département d'État américain a également réagi en révoquant son visa. Et il est quand même allé sur un podcast des mois plus tard et a dit qu'il le referait et sans hésiter.
Voilà avec qui Greta Thunberg choisit de passer son temps ces jours-ci. Et c'est ce qui me rend tout cela si triste. C'est une jeune femme qui a vraiment construit sa vie publique autour du changement climatique en incitant les enfants à sécher les cours et à manifester pour la planète. Pourtant, quelque part en chemin, elle a voulu échanger tout cela pour applaudir aux côtés d'une foule qui scandait « Mort à la FDI », rejoindre des flottilles illégales et célébrer un groupe dont un membre est poursuivi pour avoir soutenu le Hezbollah. Vraiment? Je veux dire, comment passe-t-on de vouloir sauver la planète à faire de sa cause principale la haine des Juifs? Une nouvelle cause qui lui permet de continuer à être en colère contre le monde. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. Si vous voulez rester informé de tout ce qui se passe avec l'Iran et avec Israël, assurez-vous de me suivre sur X et sur Instagram. Je suis Émilie Schrader et c'était Axe de la vérité sur JNS. Je vous retrouve la semaine prochaine.